Moi, j'en vois plein qui ont du potentiel et qui sont éteints à cause des autres. Est-ce que c'est pas aussi une revanche envers ceux qui se sont moqués de toi? Ah, mais dans mon bouquin, c'est marqué. Il faut leur prouver qu'ils ont tort. Et il y a beaucoup de gens qui vivent ça aujourd'hui, de l'humiliation, peur à aller vers l'autre. La réussite, c'est pas ce que tu connais, mais c'est aussi qui tu connais et qui te connaît. Et tu arrives à créer de vrais liens. Comment tu fais pour que ce soit pas juste un contact en plus? Ma mission de vie, c'est de montrer que l'impossible est possible. Ce podcast est sponsorisé par Dexter. Et honnêtement, si vous êtes indépendant ou que vous avez envie de vous lancer, je pense que c'est l'un des outils que j'aurais aimé connaître plus tôt. Parce qu'on parle souvent d'entrepreneuriat, de liberté, de projet, mais on parle rarement de toute la partie administrative qui peut vite devenir stressante. Les factures, les dépenses, la TVA, les impôts, tout ce qu'on n'apprend pas forcément quand on décide de lancer son activité. Ce que j'aime particulièrement chez Dexter, c'est qu'ils ont réussi à rendre quelque chose de complexe beaucoup plus simple. C'est un outil qui aide à gérer sa comptabilité de manière claire, intuitive et sereine pour pouvoir consacrer davantage de temps à ce qui compte vraiment, ses clients, ses projets et sa croissance. Et quand on est entrepreneur, chaque heure gagnée sur l'administratif est une heure que l'on peut investir dans son business ou dans sa vie. Donc si vous êtes indépendant ou si vous envisagez de vous lancer, je vous invite à aller découvrir Dexter. Salut Jérémy. Merci Asna de m'avoir invité à ton podcast. Mais avec grand plaisir. Merci à toi d'avoir répondu présent à mon podcast Deep Inside. Si tu devais te présenter à une personne qui ne te connaîtrait pas du tout, comment est-ce que tu te présenterais? En combien de temps? En une minute? En une minute. De plus en plus, il y a un mot qui revient souvent quand on parle de moi, c'est networking et connecteur. Je suis un connecteur, donc ça veut dire que autant pour moi, je sais connecter avec les gens pour mes propres business et les accélérer, comme je vais aussi savoir connecter d'autres personnes, d'autres business avec une personne A avec une personne B et créer des millions de valeurs dans le monde grâce à ça. Mais avant, j'ai été aussi consultant, donc j'ai travaillé pour des très très grands groupes, du CAC 40 sur des enjeux à plusieurs milliards. Et de profil, j'étais quelqu'un de base timide, mais j'ai travaillé ça et aujourd'hui, tu vois que face à toi, je suis à l'aise sur ce podcast. Donc ça, c'est pour résumer un peu le parcours et les études. J'ai fait ingénieur civil. Ok. Si on retourne un petit peu en arrière et qu'on pense au Jérémy, au petit Jérémy, il était comment le petit Jérémy? Eh bien, écoute, moi, j'aurais été incapable de te regarder dans les yeux et de parler devant un micro. Donc, je pars de très, très loin. J'étais quelqu'un de timide. Donc, j'étais quelqu'un qui était très dans la performance. Voilà, je me dis, si on fait des bonnes études, si on travaille bien, on va réussir dans la vie. Mais quand on sort des études, on se rend compte que ce n'est pas ça du tout qui fait réussir. Il y a bien sûr l'expertise des compétences, mais il y a aussi les relations. Et c'est là où j'étais très, très mauvais parce que je ne savais pas comment m'y prendre. J'avais du mal à aller vers les autres. Et donc, je pars de très, très, très loin avec zéro contact. Et c'est de là que tout a démarré. Et déjà, quand tu étais très, très petit, à l'école, par exemple, en primaire, tu étais comment? En primaire, j'étais quelqu'un plutôt... j'étais pas le plus populaire de l'école, tu vois. J'étais aussi un peu en première classe. Donc, les premières classes un peu, différents déjà. Et pas forcément sociables. Donc, j'avais des amis, mais... j'étais pas le garçon le plus populaire de la classe ou de l'école. Et tu sentais déjà que ça t'affectait en tant qu'enfant? Tu ressentais ça déjà? Comment ça se passait à l'intérieur de toi? Le truc où ça a été un momentum quand même, c'était en humanité. Je devais avoir, je sais pas, c'était 3e humanité, donc 15 ans. Là, j'ai quand même vécu une humiliation devant la classe. Le professeur j'avais un appareil dentaire à ce moment-là. Le professeur de néerlandais m'a demandé de dire un mot que j'arrivais pas à prononcer. Donc, il m'a mis devant la classe. Il m'a demandé de le répéter une fois. J'y arrivais pas. Une deuxième fois, mais c'était à cause de l'appareil, tu vois. Une 3e fois, une 4e fois, 10 fois, 12 fois. Et tu vois toute la classe qui commençait à rigoler. Donc, tu vivais vraiment la moquerie et l'humiliation. Donc là, c'était compliqué. Donc, c'est à ce moment-là où tu te renfermes encore plus. Moi, après, parler devant quelqu'un ou face à quelqu'un d'important ou parler devant un public, c'était très, très, très compliqué. C'est à partir de là où tu t'es dit, le regard des autres, c'est important, la manière dont on me regarde. Ouais, là, c'était genre, on va tout miser sur les compétences, tu vois. Il faut que j'ai des bons points, il faut que je sois le premier. Et je me dis, c'est comme ça qu'on va réussir. Et bon, ça aide, mais s'il n'y a pas que ça. Donc, ouais, c'est parti comme ça en mode warrior, mais... tu peux avoir la meilleure évaluation au monde, c'est pas ça qui va faire que tu vas avancer plus vite que les autres, en fait. D'ailleurs, il y avait un moment où tu expliquais que tu étais justement dans l'entreprise dans laquelle tu travaillais et qu'on a posé la question, c'est qui Jérémy? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux un peu recontextualiser, nous expliquer ce moment? Du coup, j'étais dans cette dynamique-là où je fais mes études en ingénieur civil, je termine avec distinction, donc vraiment en mode warrior. Puis je me dis, génial, c'est bon, j'ai le diplôme, en plus grande distinction.
ça va aller, ça va aller. Et donc, moi, j'ai commencé dans un cabinet de consulting. Pareil, mes évaluations, donc on est mis chez les clients. Chez les clients, ça se passe bien, super bonne évaluation. Je me dis, génial, je vais avoir ma promotion. Et en fait, tu te rends compte que dans ces systèmes-là, tu es comparé après. Donc, il y a des consultants chez des clients différents. Et après, on est tous comparés sur une courbe de Gauss. Donc, les gens qui sont à droite sur la courbe, ce sont ceux qui vont évoluer le plus rapidement. Ceux qui sont au milieu, c'est la moyenne. Ils vont peut-être avoir une petite augmentation, mais pas de promotion. Et puis, ceux de gauche, ce sont ceux qui vont stagner, voire peut-être être virés. Et donc, on compare ça sur base des évaluations. Donc, il y a tout le monde qui est là dans une réunion avec les évaluations des consultants. Et quand ça arrive mon tour, qui connaît Jérémy? Personne ne me connaît. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne pour me défendre. Et du coup, mon dossier, limite, passait en dessous de la pile. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on se dit, mais mince, dans tous nos projets, on est dépendant de gens. Et là, s'il y avait une seule personne dans la réunion qui dit, je connais Jérémy, il fait du bon travail, j'aurais été peut-être premier, alors que là, je voyais que dans les classements, j'étais limite avant-dernier. Et c'est là où je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la réussite, c'est pas ce que tu connais, mais c'est aussi qui tu connais et qui te connaît. Et une seule personne dans cette réunion aurait pu changer mon destin dans cette boîte. Donc, c'est là que je me suis dit, waouh, en fait, des compétences, c'est bien, mais il va falloir créer un réseau dans la boîte et après aussi en dehors de la boîte. Et c'est là que tout est parti. C'est un gros déclic qui a fait que... C'est à partir de là? Ah ouais, ça a été un déclic, ça. Ouais. Ah ben, moi, je suis quand même on est sur cette planète pour faire de belles choses et ça me pénalisait. Donc, il fallait que je dépasse tout ça et que j'arrive à dépasser cette timidité qui s'est créée un peu à l'école par rapport à ce que je t'ai expliqué avec ce moment un peu plus douloureux, quoi. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui vivent ça aujourd'hui, de l'humiliation, les enfants, la timidité, avoir peur à aller vers l'autre. Si tu avais un conseil à donner aujourd'hui aux personnes qui sont hyper timides, comme tu as pu l'être, et aujourd'hui, regarde, tu es ici hyper à l'aise, ce serait quoi le conseil? Et déjà, c'est vrai que tu as raison sur la statistique, parce que moi, aujourd'hui, quand je suis dans des événements, il n'y a personne qui ose poser une question ou lever sa main. Il faut qu'il y ait vraiment une personne un peu leaduse qui commence à poser une question pour que tout le monde se sente à l'aise et pose des questions. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Il ne faut pas croire, il y a des gens qui disent je suis timide, mais je fais partie des... Non, il y a énormément de gens, même ceux qui ne le montrent pas, peuvent l'être. Après, le principe, c'est de sortir de sa zone de confort. J'explique souvent, je l'expliquais dans le livre, c'est comme rouler à vélo. Quand tu apprends à rouler à vélo la première fois, tu vas tomber parce que c'est la première fois et ça fait très, très, très mal. Mais ça ne t'empêche pas de refaire une deuxième fois malgré que tu as eu très, très mal. Tu vas retomber et la première fois, tu peux même saigner. La deuxième fois, tu vas avoir un peu moins mal. Et puis, tu vas le faire, je sais pas, et ça dépend des personnes, 10 fois, 15 fois, 20 fois. Et à un moment, tu vas savoir rouler à vélo et tu es confiant avec ça. Je me suis dit, on va le faire sur la timidité. On va aller se confronter à sa peur la plus profonde, qui est en effet le regard des autres ou le rejet. Et on va aller le vivre. Donc, la première fois, tu vois quelqu'un et tu es maladroit et ça fait mal parce que tu te fais rejeter. Mais après, tu le prends pas personnellement. Tu le fais une deuxième fois, une troisième fois et à la fin, tu es limite immunisé et tu n'as plus peur. Et c'est comme ça que petit à petit, en fait, à force d'être dans cet inconfort-là, cet inconfort devient du confort. Et aujourd'hui, je suis plus timide, je suis à l'aise avec n'importe quelle personne de la planète, jusqu'au plus inaccessible. Donc c'est comme ça, et ça peut aller très très vite. Parfois, c'est juste un déclic aussi qui fait que tu étais là à Mont-Cenis, tu as vu des gens en 3 jours, ils n'osent pas parler, ils n'osent même pas parler, ils se retrouvent à la radio, parce qu'on a la radio à l'événement, et ils parlent à la radio ou ils parlent sur la scène. C'est des petits déclics à avoir et après, c'est de la répétition et n'importe qui peut dépasser ça. Mais il faut juste, dans le mindset, oser aller dans l'inconfort. Pour expliquer un petit peu aux auditeurs, le Summit, c'est bien un séminaire de 3 jours que tu fais à peu près une fois par an. Oui, c'est ça. Le but, justement, c'est de... ce que j'ai vécu, c'est de le faire en accéléré. Et puis, il y a aussi des speakers qui viennent partager sur leur parcours, dont certains qui étaient timides et qui montrent aussi comment ils sont arrivés au plus haut niveau, mais parfois mondial. Ouais. Et tu parles de personnes inaccessibles. Je sais que tu as rencontré Brad Pitt. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette rencontre? Ouais, la jeunesse de ça, c'est que... et c'est aussi l'histoire de mon bouquin, c'est que je suis timide et donc j'en parle un peu. Les premières personnes avec qui j'en parle, c'est la famille, c'est les parents. Ouais, je suis timide et ma maman, elle a toujours été à me challenger. Chaque fois que je dis quelque chose, elle me dit ouais, mais t'es un rêveur, genre, c'est impossible. Et il y a eu un peu ce truc-là aussi. Et donc, c'est parti. Du coup, je me suis mis le défi de rencontrer une personne. Mais c'était au fond de ma tête, comme ça, de rencontrer une personne inaccessible. Et tu vas voir, je vais te montrer que t'as tort. Et je vais la rencontrer. Et donc, c'était Brad Pitt. Donc, ça paraît impossible, mais j'avais toujours ça. Alors, c'était pas une obsession d'y arriver, mais j'avais toujours ça dans un coin de la tête de est-ce qu'on est capable d'y arriver. Et j'y suis arrivé. Et donc, c'est comme ça que je l'ai rencontré. C'est basé juste parce qu'on m'a challengé de genre, c'est pas possible, tu vas être timide, tu vas voir que non, que je vais dépasser ça. Et après,
sur le chemin, c'est là que j'ai commencé à me créer un réseau vraiment influent. Ouais. Et c'était où, à une soirée? Ça passait comment? C'était dans le sud de la France, dans un endroit ultra secret, ultra beau aussi, donc sud de la France, donc un truc vraiment, il n'y avait personne. C'était pas dans une soirée où il y avait des centaines d'invités, c'était un truc très, très intime. Il était là avec Angelina Jolie, j'étais moi avec un ami, ils étaient à 3 mètres. Et j'y étais. En fait, j'y allais même pas. C'était juste parce que j'avais ce défi en tête. Je me dis, il faut que j'y aille. Et j'y étais. Et ça va, elle est sympa? Ouais, ils sont très, très sympas. Très, très sympas. Et paradoxalement, aujourd'hui, je travaille avec énormément de gens très, très, très haut placés. Et ils sont simples. En fait, c'est ça, on se rend pas compte. C'est qu'il y a le star system où parfois, quand il y a les caméras, il y a du show. Mais dans le privé, ils étaient super gentils. J'ai passé, mais j'étais étonné. Cette rencontre m'a changé mon mindset de 2 façons. Déjà, parce que j'y suis arrivé, je me dis, waouh, tout est possible dans la vie. Et de 2, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que finalement, c'est des êtres humains. Super simple. Et au plus on est simple, au plus ça fonctionne. Mais d'ailleurs, tu as écrit un livre. Donc là, tu m'as parlé de ton livre. Tu as écrit donc, les 15 règles d'or pour créer un réseau influent, l'art du networking. Ouais. Pourquoi l'avoir écrit cette année? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le déclic pour lancer ton livre? Moi, de base, j'aurais jamais imaginé écrire un livre dans ma vie. Mais c'est de nouveau un travail de connecteur. C'est que... sur LinkedIn, il y a une fille qui s'appelle Julia et qui m'a contacté pour que j'aille sur son podcast. C'est déjà il y a quelques années. Elle était novice. Mais moi, le réseau aussi, c'est on connecte sur la vision. Elle avait une super bonne vision. Elle me dit, je veux vraiment que tu puisses partager sur comment se créer un réseau parce que moi, j'ai envie de communiquer ça à ma communauté avec qui était plus des étudiants. Je fais, vas-y, que tu n'aies pas d'audience sur ton podcast, je m'en fous. Tu as la vision, on sent que tu es quelqu'un qui en veut. Et donc, j'étais sur son podcast. Et donc, après, en fait, ça a bien accroché. On est resté tout le temps en contact. Et elle était en contact avec une maison d'édition parce qu'elle avait un projet et finalement elle s'est dit je vais pas le faire, c'est pas le bon moment. Et elle s'est dit mais il y a un gars, il faut absolument que je vous le présente. Et donc c'est elle qui m'a introduit à cette maison d'édition. Et bon, au préalable, il y avait une autre maison d'édition en Belgique qui m'avait contacté où j'étais en train de négocier le contrat. Et puis j'ai eu cette réunion avec cette nouvelle maison d'édition. Ça a connecté avec la personne du moment sur la vision. Je me dis tiens, c'est une personne. Ça a l'air d'être cool. Erol, c'est pas n'importe quelle maison d'édition aussi. C'est comme ça que j'y étais. Mais j'ai hésité parce que j'avais pas le temps. Mais en même temps, qu'est-ce qui m'a drivé? C'est qu'un livre, c'est de la transmission. Ouais. Et donc, je me dis, waouh, un livre, c'est le meilleur moyen aussi de créer de l'impact. Et donc, je me dis, OK, si on va sur cette vision-là, je l'écris. Il y a eu après la deuxième réflexion, est-ce que je l'écris avec quelqu'un? Ouais. Et finalement, de nouveau, c'est un conseil. C'est de nouveau, Julia, elle dit, qu'est-ce que tu en penses? Parce que beaucoup de gens écrivent avec des copywriters. Il me dit, il faut que ton bouquin soit ton âme. Je fais, OK, c'est bon, je l'écris moi-même. Et donc, j'ai été dans un processus d'écriture. Ça a été très efficace parce que je connais mon sujet. Et après, c'est comme ça que c'est sorti. Et on est content parce que ça a été numéro 1 sur Amazon. Mais de nouveau, on voit que c'est l'histoire. Ce bouquin, c'est une histoire de réseau. C'est pas moi. Il y a plein de gens qui veulent écrire un bouquin, mais ils courent derrière les éditeurs, il n'y a rien qui se passe. Et moi, finalement, j'ai rien demandé. Et c'est tellement que j'ai apporté de la valeur. Tout est parti de son podcast. C'est parce que j'ai dit, écoute, je vais t'aider. J'attendais rien en retour. Qu'au final, tu vois que quelques années après, tu te retrouves avec un bouquin qui est best-seller sur Amazon. Donc, ça fait plaisir, tu vois. C'est ça, parce que, bon, c'est un livre sur le réseau, mais on parle beaucoup d'humains aussi, de relations avec les humains. Ouais. Et les gens ont du mal parfois à créer un réseau parce qu'ils ont peur d'être trop opportunistes, d'être maladroits. Quel conseil tu donnerais justement pour les personnes qui ont peur de créer un réseau parce qu'ils ont peur de paraître justement pas à l'aise, maladroit, opportuniste? Il faut déjà être dans les environnements dans lesquels on se sent à l'aise. Parce que c'est vrai que parfois, il y a plusieurs types de cercles d'affaires. Il y a des cercles d'affaires, c'est gens, on ne te connaît pas. Souvent, il y a ton nom sur une petite étiquette. On ne connaît pas. Il y a des gens, ils ne vont pas te calculer. Et là, on est vraiment dans l'opportunisme. Et ça, on n'est pas dans la noblesse du réseau. Il faut que ce soit authentique. Et moi, je l'ai créé comme ça. S'il y a une loi que j'explique dans le bouquin, c'est la loi de la réciprocité. Les meilleurs réseauteurs au monde, c'est donner de la valeur, aider sans attendre rien en retour. Et surtout, sans attendre rien en retour. Parce qu'il y en a qui disent je vais t'aider en calculant et en se disant je t'ai aidé, maintenant, souviens-toi que je t'ai aidé. Non, il faut que ça fasse plaisir de faire plaisir, sinon on n'aide pas. On n'est pas non plus des bons samaritains. Mais c'est comme ça que moi, tout est parti. Le Brad Pitt, c'est en créant de la valeur avec quelqu'un. Cette personne m'a dit, mais Jérémy, c'est fou ce que tu as fait avec moi. Du coup, il me dit, attends, mais moi, je vais t'inviter à un événement. Donc, tu rentres, tu pénètres dans son cercle à lui, qui est plus influent que le tien. Et c'est comme ça que tu passes des couches, jusqu'à te retrouver dans un réseau restreint où tu te retrouves avec Brad Pitt.
Donc, Et tu arrives à créer de vrais liens? Parce que tu me dis que l'authenticité, ouais. mais comment tu fais pour que ce soit pas juste un contact en plus, Oh, que ce soit vraiment ouais. un vrai lien? Il y a un nombre qui est important à connaître, c'est le nombre de dinbars, qui est de plus ou moins 150. On peut entretenir que 150 relations en simultané de manière authentique. Mhm. Donc, tu peux pas, ton temps, tu sais pas être dans une relation vraiment qui est pas superficielle avec plus de 150 personnes. Donc, Ok. en fait, tu as 3 couches dans ton réseau. Tu as le réseau fort, ça, c'est ta famille, c'est tes amis proches, où ça, c'est naturel, tu vas prendre du temps avec eux, tu vas aller aux anniversaires. Puis, tu as le réseau faible, où ça, c'est des gens qui gravitent autour. Ça peut être tes meilleurs clients, tes partenaires de business et tout ça. Et puis, tu as le réseau superficiel, où ça, c'est des gens que tu vois à certains événements, pas plus. C'est des prospects qui peuvent devenir des clients. Et tu dois jongler entre ces 3 couches-là. Mhm. Et donc, c'est comme ça que tu peux avoir un réseau authentique. Ça ne sert à rien. Un bon réseau, ce n'est pas avoir 10 000 personnes. Hein. C'est un bon réseau. En fait, tu dois avoir un réseau de gens de qualité, déjà qui ont les mêmes valeurs que toi. Mais aussi, moi, j'ai compris avec l'expérience, c'est un réseau de connecteurs aussi. Il vaut mieux connaître 5 connecteurs qui sont des gens qui connaissent la planète entière, qu'avoir 10 000 personnes superficielles qui connaissent aussi qu'une personne. Et donc, moi, qui je fais rentrer dans les couches de plus en plus proches, c'est des gens avec qui on a les mêmes valeurs. Sur le bouquin, tu as écrit qui a écrit la belle préface. hein. Tu vois, les gens me disent, mais comment tu l'as eu? Au début, c'était un contact superficiel où il m'a contacté pour faire un record du monde en roller sur l'Atomium, à l'Atomium pour avoir les autorisations. Donc, on ne se connaissait pas. Donc là, ça a été le premier contact. Et puis, on a sympathisé. Il m'a invité, il a fait l'émission Danser avec des stars. Il m'a invité à Danser avec des stars. Et puis, il m'a parlé de ses projets. Je l'ai aidé sur certains projets avec mon expertise à moi. Et à la fin, on est devenus amis. On est devenus amis. Et c'est en devenant amis et qu'on a la vision commune qu'il a écrit la préface. Et donc, il est passé d'un réseau superficiel à faible et à fort. Mais quelqu'un de fort peut aussi devenir quelqu'un qui n'est plus du tout dans ton réseau. Parce que tu peux être trahi par quelqu'un. Et du coup, il y a des vases communicants. Et l'intérêt, c'est d'avoir le meilleur équilibre possible. Mais tu parlais de valeurs. Donc, pour toi, tu pars du principe que c'est important d'avoir les mêmes valeurs pour justement bien connecter. Quelles sont tes valeurs, Jérémy? Moi, les 2 plus fortes, j'en ai plein, mais les 2 plus fortes, où là, c'est la proactivité et la réactivité. Par exemple, avec n'importe quel prestataire ou n'importe quelle personne avec qui je vais travailler, si tu envoies un email et que tu dois en relancer 10 fois avant d'avoir une réponse, ça va être très, très compliqué. Je te donne un exemple. J'étais invité au Gala du Sport, la grosse cérémonie où tu as tous les plus grands sportifs de Belgique, Remco Evenepoel et tout ça. Et je vois quelqu'un, moi j'étais dedans dans la cérémonie, mais il y a quelqu'un qui est resté 15 minutes, qui devait partir. Il me dit, écoute, Jérémy, j'ai les places, prends-les. Moi, j'étais à l'intérieur, je n'avais pas besoin de ces places. Je me suis dit, à qui je peux faire plaisir? Dans ma liste, j'ai regardé tous les gens qui auraient été capables de mettre le smoking et d'être là dans les 15 minutes et aussi où ça peut être complémentaire. Et là, j'ai pensé à Melvin, qui est un sportif. Et je lui ai envoyé un message, il était là dans les 15 minutes. J'aurais envoyé ça à quelqu'un d'autre, il aurait répondu le lendemain, il a raté l'opportunité. Et moi, je ne peux pas perdre mon temps à commencer à devoir courir derrière les gens. Et donc, il est arrivé, en plus, il a rencontré des gens sur place et il a eu limite un contrat sur les Jeux Olympiques. Et donc, c'est là que moi, c'est important parce que les gens les plus réactifs, c'est les gens qui réussissent le mieux dans la vie. Donc, proactivité, réactivité. Après, j'ai aussi les gens, l'audace, très, très important, débrouillardise. C'est aussi pour ça que je suis là aussi, parce que tu es quelqu'un aussi qui est audacieuse, donc ça colle. Et puis aussi la transparence aussi. La transparence, voilà, et la confiance. Relation de confiance, c'est tellement important. Et donc, quand je sens qu'il y a ça chez les autres, je sais que ça va bien fonctionner et on fait ses choix. Alors, les valeurs doivent être communes, mais après, c'est des gens qui sont complètement différents. Mais dans les valeurs profondes, tu es obligé, parce que dans le réseau aussi, il y a des gens qui s'associent et après, ça se passe mal parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs profondes et c'est comme ça que ça termine en faillite ou chez les avocats parce qu'ils étaient incompatibles. Au début, ça va, mais quand tu commences à évoluer, tu vois que l'incompatibilité grandit et puis ça se déséquilibre et c'est n'importe quoi. Donc, il faut bien savoir s'entourer et le meilleur moyen de savoir bien s'entourer, c'est déjà avoir ce socle de valeurs et pour ça, il faut connaître ses valeurs. Donc, tu vois, tu m'as posé la question, mais si je pose la question à n'importe qui dans la rue, c'est quoi vos valeurs? Ils ne savent pas répondre. Ils savent pas répondre. Mais c'est quoi mes valeurs? Mais si tu ne connais pas tes valeurs, tu ne vas pas savoir bien t'entourer non plus. Mais on ne nous apprend pas ça non plus depuis le plus jeune âge, à détecter nos valeurs. Une fois que tu connais tes valeurs, une fois que tu connais aussi ton pourquoi tu fais ça, ça change la donne. Toi, par exemple, dans tout ce que tu fais, est-ce que tu sais c'est quoi ton why? Ouais, mais ça revient en fait, et c'est aussi l'essence du bouquin, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont talentueux et qui s'éteignent. Pourquoi ils s'éteignent? C'est à cause des autres. Vu que moi, je l'ai vécu, chaque fois que tu te lances dans un projet, on te dit « ouais, mais non, t'es pas capable », des trucs comme ça.
C'est horrible. Et moi, ça me rend fou de voir des gens. En fait, ça doit te prendre dans le trip. Si je vois quelqu'un à côté de moi, par exemple, qui commence à se faire diminuer, moi, ça va me rendre fou. Mais ça appuie sur ton bouton émotionnel de quand tu étais petit, non? Ouais, c'est ça. Donc, mais toujours, hein, le pourquoi, ça touche quelque chose d'émotionnel. Et donc, moi, ça me rend fou. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ma mission de vie, c'est de montrer déjà que l'impossible est possible. Et puis aussi, à créer un maximum de success story mondial. On a fait avec des clients et ça me pousse à amener des gens vers le haut. Et en plus, si les gens de base, c'est des gens qui ont un super bon projet et qui sont éteints, ça me donne trop envie et c'est ça, en fait, d'être un coach. C'est aller tu les boostes, des élévateurs, les rebooster. Et ça, j'adore. Quand je vois des gens qui ont envie, mais qui sont peut-être éteints et qui ont fait quelque chose d'incroyable, c'est top. Donc, c'est ça vraiment c'est montrer l'exemple. C'est pour ça que je fais beaucoup de choses qui sont quasi dans la tête des gens impossibles pour leur montrer et regardez, c'est possible. Et c'est pour ça que j'écris ce livre. Regardez tout ce que j'ai fait, prendre la carte de visite de Paris Hilton. Les gens disent non, c'est pas possible. Je vous explique dans le bouquin comment le faire. Et du coup, en fait, ça fait péter des plateaux de verre parce qu'on se dit, mais, tiens, le gars, il est parti de zéro contact timide, il y arrive. Pourquoi pas nous? On pourrait. Et donc, c'est ça le but aussi et c'est ça le pourquoi. Tu vois. Mais c'est très mindset. Mais comment tu expliques qu'une personne timide, certaines personnes timides n'auront jamais ce mindset-là et toi, que tu as réussi à faire de ça un moteur? Est-ce que tu connais ça dans ton histoire, cette partie, ce moment où tu te dis j'arrive à en faire un moteur? En fait, c'est le pourquoi. C'est que tu dois relier ça justement. Si tu n'as pas un truc fort derrière qui te fait dépasser tes peurs, tu n'y arrives pas. Je donne toujours l'exemple où tu prends une maman qui est tout en haut d'un building et tu as son enfant de 5 ans qui est sur le toit d'un autre building et tu mets une poutre entre les deux et on dit tu dois traverser. Mais tu sais que tu as 200 mètres de hauteur. Elle ne va pas oser le faire parce qu'elle dit mais je vais mourir si je traverse. Par contre, si maintenant l'enfant il a une crise d'épilepsie et s'il ne le traverse pas, il meurt. Crois-moi qu'elle va le faire. Et c'est là, tu vois, qu'il y a un truc qui est tellement puissant qu'elle dit là, je suis obligé de le faire. Et donc, moi, c'est ça je dis mais en effet, il y a des gens qui ne vont pas oser dépasser leurs peurs parce qu'ils n'ont rien de fort derrière qui va te donner envie de dépasser ses peurs. Moi, je me raccroche toujours à ça et en même temps, je me dis toujours qu'on est sur cette planète pour faire plein de choses extraordinaires. Donc, j'ai ce truc aussi là qui me booste et c'est comme ça que j'ai dépassé mes peurs. Est-ce que c'est pas aussi une revanche envers ceux qui se sont moqués de toi? Ah, mais dans mon bouquin, c'est marqué. Il faut leur prouver qu'ils ont tort. Et ça, c'est le mindset à avoir. Il y a des gens qui vont s'éteindre à cause de gens qui les cassent et puis il y en a des gens qui vont montrer qu'ils ont tort. Et je donne l'exemple de Zlatan Ibrahimovic qui, lui, si on regarde son enfance, et c'est horrible, il a fui la guerre, ses parents, c'était compliqué avec ses parents, il a été en Suède, il se faisait rejeter dans son équipe de football, et donc lui était prédestiné à rater. Il leur a montré, son mindset, c'était je vais leur montrer qu'ils ont tort, et c'est ça la force qui a fait qu'il est devenu un des plus grands joueurs de football de tous les temps. Et donc ça, c'est vraiment dans ces dimensions qu'il faut aller. Quand quelqu'un vous diminue, réflexe, ok, je vais montrer qu'ils ont tort. Et mon père, c'était pareil. Je le lis dans mon bouquin. Mon père, c'est un architecte aujourd'hui qui a bien réussi, mais son professeur lui dit tu ne seras jamais architecte. Il y a des gens, ils vont écouter et ils vont même pas essayer. Et il y en a d'autres qui vont dire tu vas voir, je vais te prouver le contraire. Et c'est cette force-là qui doit être un moteur. Et en effet, j'ai ce moteur-là aussi qui a fait que chaque fois, je suis comme ça. On va me dire tu vas pas y arriver. Mais ça, il ne faut pas me le dire. Tu me dis un truc, aujourd'hui, tu ne vas pas y arriver. Tu vas voir que d'ici 6 mois, je t'aurai montré que je l'ai fait. Quoi. Mais je fonctionne comme toi. C'est pour ça que ça fait écho. On fait partie des personnes que quand on nous dit « tu ne seras pas capable », je vais te prouver que je suis capable. Mais il ne faut pas non plus tomber dans ce travers de « je ne suis pas capable et je le fais que pour te prouver ça à toi ». Il faut aussi, comme tu dis, ça part aussi de ton pourquoi et c'est important pour toi. Il faut que tu aimes après le faire aussi et que tu aimes bien faire les choses aussi. Et par rapport à ton père, donc lui, il voulait être architecte, on lui a dit « tu ne seras pas capable », il l'a fait. Ouais. C'est ça qui t'a poussé à être comme ça. Quelle graine il a planté ton papa? Je pense pas que c'est lui. Si, il l'avait déjà expliqué quand j'étais petit, mais ça contribue parce qu'on dit c'est vrai, il l'a fait, mais c'est pas. Je pense que. En fait, je pense que là, c'est en moi aussi. C'est comme ça. En fait, il y a des gens, les injustices, ça les rend fous. Ouais. Et il y a des gens, les injustices, c'est moins fort. Donc, il y a des gens. On leur dirait un truc, ils n'ont pas envie de prouver que les gens ont tort. Ils n'ont peut-être pas vécu d'injustice non plus. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que chacun... Mais je pense qu'il faut aller dans ces dimensions-là parce que c'est horrible de voir des gens... Moi, j'en vois plein qui ont du potentiel et qui sont éteints à cause des autres. Je me dis, mais c'est dommage, c'est catastrophique. Et j'ai des clients, ils ont abandonné leur projet pendant 10 ans. Et après, ils l'ont relancé et parce qu'ils ont changé leur entourage. Et là, ça a cartonné. Je dis toujours, il faut faire attention. On peut être de la meilleure graine au monde. Si on vous met dans le désert, vous ne pousserez jamais. Pourtant, vous êtes la meilleure graine au monde. Donc, il faut changer le désert et transformer ça en terrain fertile.
Et à ce moment-là, quand on a un bon entourage, c'est pour ça que j'ai mon nom de business, c'est Business Entourage. On est dépendant des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Si toute la journée, on a des gens qui disent « Ouais, mais tu vas pas y arriver, bah à la fin, tu vas vraiment croire ce qu'ils disent, surtout dans les moments bas. » Et comme on a souvent des moments bas dans un projet, c'est pas une droite d'un point A vers un point B, bah les moments bas, si tu es déjà dans le bas et qu'on te dit « Je t'avais dit que tu n'allais pas y arriver », tu abandonnes. Alors que tu es peut-être à 2 doigts en fait, d'y arriver. Et il faut toujours aller, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut être dans... c'est la détermination. La vie nous teste aussi. On te met des obstacles et c'est là où on va voir si tu veux vraiment y arriver. Je te donne un exemple, c'est dans le sport. Moi, j'ai fait de la natation et j'ai fait du sauvetage. Et donc, moi, je voulais être champion de Belgique. Et donc, on s'entraîne. C'est des sacrifices. On s'entraîne le soir. Moi, j'allais même m'entraîner à la piscine. J'étais à Saint-Pierre-Jette, donc il y avait une piscine à l'école. J'allais même m'entraîner le midi. Et donc, tu as tout qui est en place. Je me dis, là, c'est bon, je peux y arriver. Et là, 2 semaines ou 3 semaines avant les championnats, on me dit que j'ai une ostéochondrie, donc c'est décollement du cartilage. Donc, je dois être opéré. On va me mettre 2 vis et tu ne peux plus marcher pendant 3 mois. Donc, je rate le championnat. Je me dis, mais mince, j'ai fait tout ça pour ça. Mais c'est comme si la vie te teste. Et j'avais encore les fils de suture que j'étais déjà en train de renager. Et je me suis encore plus réentraîné. Alors, pour faire le lien avec le networking, en plus de mon club, parce que mes parents, c'est eux qui me conduisaient pour aller dans le club, ils ne savaient pas... j'avais pas cet entraînement. Donc, pendant les vacances de Pâques, j'étais dans une autre piscine à côté de chez moi. Et donc, je me suis créé mon opportunité parce que je nageais dans les couloirs avec les gens qui nageaient normalement. Mais il y avait un club. Et là, l'entraîneuse m'a vu. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Elle m'a dit, je te prends, vas-y, sous mon aile pendant les 2 semaines de vacances de Pâques. Et je m'entraînais. Je pense que il y avait 2 sessions. C'était parfois jusqu'à 6 km. Donc, c'était quasi 4 heures d'entraînement par jour. Donc, c'était de 6 à 10-12 km par jour. Cet environnement qui a changé. Moi, après, j'étais champion de Belgique et j'ai réussi. Et c'est un des plus beaux moments de ma vie. Mais en même temps, tout s'est aligné. C'est le moment qu'on appelle le moment de flow. Ouais. Le moment de flow. Mais en fait, tu te dis, c'est parce qu'en fait, tu n'as tellement rien lâché. On t'a mis des obstacles. Tu as ton genou, là, on te met 2 vis. Et après, tu y arrives quand même. Et alors là, tu te dis, waouh, le chemin valait le coup. Ouais, parce que tu galères. Mais c'est comme ça partout. Dans l'entrepreneuriat, dans tes projets. Je suis un entrepreneur en 5000 rejets. J'ai vécu 5000 rejets, mais j'ai fait les plus belles rencontres de ma vie. Et ça fait qu'aujourd'hui, je me retrouve dans les podcasts ou dans les médias. Mais ce que j'entends, c'est qu'au-delà de la réactivité, proactivité, l'une de tes valeurs hautes aussi, c'est le dépassement de soi. Parce que ce soit dans le sport, que ce soit dans le business, finalement, c'est être au top, être le premier mindset de sportif. C'est un peu ça. Je ne sais pas si c'est une qualité, mais j'ai toujours eu ça En fait, il ne faut pas être le meilleur, parce que sinon, ça se met trop la pression, mais c'est donner le meilleur de soi-même. Ça enlève une pression énorme de donner le meilleur de soi-même, parce que comme ça, tu n'es jamais déçu. Tu as donné le meilleur de toi-même, mais être le meilleur, ça peut mettre de la pression. Mais final, comment tu sais quand est-ce que tu as donné le meilleur de toi-même? C'est quand tu mets... C'est compliqué. Si la journée, tu fais rien, tu as compris que tu n'as pas donné le meilleur de toi-même. Mais si tu dis... Tu as fait toutes les choses qu'il fallait, même si tu rates le truc, tu sais que tu as donné un maximum d'énergie là-dedans et tu es fier de l'avoir fait. Dans tous les cas, tu auras appris des choses. Donc voilà, il ne faut pas non plus être en burn-out et il faut savoir gérer aussi ses cycles ultradiens. Donc savoir dormir, savoir se reposer aussi. Mais à un moment, tu sens quand tu glandes ou quand tu es actif. Et donc chaque fois, je dis, OK, quand je fais une conférence, quand je fais un podcast avec toi, là, je vais donner le meilleur. Je suis à fond dans l'énergie, je veux donner le meilleur. Et je ne vais pas être en mode à demi-énergie. Et ça, c'est important. Ouais, tu donnes le meilleur de toi-même. Tu es un connecteur. Tu as écrit ton livre, tu rencontres beaucoup de personnalités connues, de grands entrepreneurs. Je pense que tu dois certainement voir aussi l'envers du décor, parce qu'il y a ce côté très strass et paillettes, tout ça. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de l'envers du décor, un petit peu de ce système-là? Moi, ce que j'ai vu, c'est que les gens inaccessibles, il y a des couches intermédiaires. Ça peut être les public relations, ça peut être les agents et tout ça. Et c'est marrant parce que souvent, les personnalités, je trouve qu'elles sont mal entourées. Parce que j'ai vécu ça, où moi, j'avais des projets de fou. J'ai même été jusqu'à Los Angeles pour proposer un projet, mais il y avait les intermédiaires qui voulaient prendre de l'argent sur ça et donc ils te bloquent, même si le projet est génial. Et puis, grâce au réseau, tu rencontres finalement le CEO et il dit « Mais ton projet, c'est génial !» Je sais, mais comment tu n'es pas au courant? C'est parce que ça a été bloqué par les intermédiaires. Et quand tu arrives à franchir ces couches-là, et c'est ça, avoir un réseau influent, tu te rends compte en fait que derrière, ces gens-là qui ont vraiment réussi, c'est des gens, ils ont tous un peu le point commun, je vais te dire. Beaucoup sont très gentils. Et c'est pas genre, par rapport à moi, tu sens que c'est leur nature profonde, gentille et simple. Et donc, tu sens qu'il y a ça, tu vois. C'est que quand tu touches, par exemple, Ty Chris,
c'est quelqu'un qui réussit brillamment. Mais c'est le mec le plus adorable, le plus loyal, le plus... voilà, c'est un truc pour te donner une idée de ce que je te dis, vraiment pour être le concret. On s'est retrouvé à un événement où, en fait, dans le sud de la France, tu as Leonardo DiCaprio qui fait une soirée. Et je savais, enfin, moi, j'ai des contacts, et donc on va à cette soirée, et à l'entrée, tu as la sécurité. Alors, il faut savoir que même si tu as des invitations, à l'entrée, c'est même les gens super importants, ils bloquent, quoi. C'est bloqué. Et là, il est populaire, et je pense qu'il y a un gars de la sécurité qui l'aimait bien, qui le reconnaissait dans le sport. Hein, c'est un champion du monde de roller, et qui l'a laissé passer. Et lui, il était à l'intérieur. Il y a beaucoup de gens, quand tu es à l'intérieur et que tu sais que tu as du Orlando Bloom, du Katy Perry et des choses comme ça, il va aller faire son business. Non, moi, il a vraiment tout fait pour que, attention, il faut faire rentrer Jérémy. Et donc, là, il y a des gens qui auraient été opportunistes qui disent, moi, je suis à l'intérieur, je ne vais pas essayer de galérer pour faire rentrer l'autre. Lui, tu vois qu'il y a de la loyauté. Et tu te rends compte que ces gens qui réussissent vraiment bien, c'est des gens qui sont comme ça, qui ont des bonnes valeurs. Et puis, il y a beaucoup de gens qui gravitent autour. Parfois, là, c'est des moins bonnes mentalités. Et voilà, et c'est pour ça aussi que j'explique dans le bouquin, malheureusement, quand quelqu'un commence, on envoie un email à une adresse contact, et puis ça monte peut-être vers un intermédiaire, c'est des maillons. Pour vraiment atteindre le CIO, et dans les maillons, tu as toujours des gens qui vont dire non, c'est systématique, des gens parce qu'ils se sentent important de dire non, et ça ne remonte pas. Et c'est pour ça qu'il faut se dire, mais comment on arrive à atteindre le CIO ou la personne inaccessible sans passer par ces maillons-là? Et tu te rends compte qu'entre ce qu'on t'a dit dans les maillons et que quand tu le rencontres, c'est deux discours différents. Et c'est arrivé souvent, même j'ai accompagné des artistes, des chanteurs, que j'ai mis en radio. Les maillons intermédiaires, à un moment, ça a bloqué. Le CIO, il a dit, mais j'aime bien, et c'est redescendu, et puis ils sont passés, tu vois, à la radio. Donc voilà, mais j'ai jamais eu, et c'est même pas... J'ai jamais eu vraiment de mauvaise expérience avec des gens qui ont été pas sympas ou des trucs comme ça dans les grandes personnalités. Tu vois, tu prends aussi le patron de Odoo, Fabien. On a fait nos études ensemble. Déjà, c'est quelqu'un dans ces événements qui est super accessible, qui est super sympa. Voilà, tous ces gens qui... Après, il y a toujours des exceptions, mais moi, c'est mon ressenti. En fait, mais on revient toujours à l'humain, finalement. Regarde Stromae, j'ai bossé avec Stromae au World Music Awards. J'étais 2 jours avec lui en mode connecteur. Génial, super gentil. Ouais, tu vois, c'est... Mais c'est ce que j'ai ressenti avec toi, parce que quand j'ai lancé mon activité de coach, je me suis rendu compte en fait que j'avais pas de réseau. Et j'étais complètement perdue. Je me suis dit, mais en fait, t'as pas de réseau. Et donc, j'ai acheté ta formation. On a été à l'RTBF, donc première chaîne nationale en Belgique. Et ensuite, j'ai été à ta conférence. On a connecté. Je t'ai parlé de ma sœur, qui est manager d'artistes à l'international, qui finalement a été invitée à ta conférence. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a même un passage sur elle. Qu'est-ce qui a fait d'ailleurs que tu écrives un passage sur elle dans ton livre ? Parce que dans la conférence, déjà, tu vois que tu es une connectrice, parce que c'est vrai qu'elle n'aurait jamais été au Summit si tu ne m'avais pas dit, oui, mais ma sœur... Et donc moi, mais après... Anissa Jalab. Voilà. Et après, ce qu'on fait aussi toujours comme ça, on ne connaît pas, on va googliser, je dis, tiens, elle a l'air sympa, tu vois, on tombe sur une vidéo, un truc comme ça, tiens, ça a l'air d'avoir des bonnes valeurs. Tu vois, l'audace. Quand je dis l'audace, je dis, tiens, l'audace, ça se ressent chez elle, très audacieuse. Et là, elle est venue grâce à toi au Summit, et elle a dit des phrases, une phrase qui a été percutante, et je devais la mettre parce qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat féminin, et je dis c'est le meilleur exemple, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent dans le networking, ouais, mais parfois on est dans des milieux masculins, on doit en faire 10 fois plus, ou on va faire du mansplaining, tu vois, quand on parle, c'est genre oui, mais c'est bien, et on zappe. Ouais. Et en fait, elle a parlé de ça, parce que ta sœur, elle est dans le milieu du rap, c'est le milieu le plus masculin au possible, et elle a su s'imposer. À me lancer Damso, elle a su s'imposer grâce au réseau, parce qu'elle disait, mais moi, le plus important, c'est la validation des artistes. Et donc, du coup, là, c'est des jeux de pouvoir, parce qu'elle a les artistes, mais qui va aller commencer à l'ennuyer, sachant que les artistes sont avec elle? Et surtout, elle a dit quelque chose où ça a vibré, parce que je suis complètement d'accord avec elle. Si on n'est pas un homme, on n'est pas une femme, on est des êtres humains. Ouais. Et quand tu réfléchis comme ça change la donne. Et donc, j'ai repris, en effet, ce qu'elle a dit dans le Summit, dans le bouquin. Il y a une page là-dessus. Parce que c'est toujours bien de mettre en évidence aussi des gens qui montrent l'exemple. Et il y a beaucoup de femmes qui osent moins réseauter à cause de ça, mais en même temps, il y en a qui y arrivent, comme Oprah Winfrey, qui est plus influente que 99% des hommes. Donc tu dis, il y en a qui arrivent. Maintenant, il faut savoir comment le faire.
Et c'est ce que j'explique aussi dans le bouquin, dans les jeux de pouvoir aussi, et de comment une femme peut sortir du lot. Et c'était le meilleur exemple à sortir parce qu'elle m'a inspiré sur ça, ta sœur. Donc, ouais, vraiment. Et tu expliques ça d'ailleurs au début de ton livre, que les femmes justement ne connectent pas encore assez, qu'elles devraient encore plus s'imposer à ce niveau-là parce que ça pourrait vraiment devenir de grandes connectrices. Il faut développer des choses. Parfois, il faut savoir surtout l'art du recadrage. Et ça, quand tu arrives à recadrer, Oprah Winfrey, c'est pareil, elle s'est recadrée quand quelqu'un va... Parce qu'en fait, on veut un peu déstabiliser les gens. Après, c'est aussi entre hommes. Hein. Et donc, il faut savoir déjà avoir une intelligence émotionnelle et tout ça. Et tout ça, ça s'apprend et ça se gère. Et donc, quand on est paré avec ça, on peut prendre l'ascendant sur n'importe quel homme. Ouais. Mais il faut savoir le faire. Et c'est pour ça que dans les ressources du bouquin, j'explique aussi tous les comportements qui existent et comment les contrecarrer. OK. On parlait tout à l'heure de revanche. Est-ce que... ce que tu fais aujourd'hui, ça guérit le petit Jérémy? Je pense que ouais, c'est... Ouais, oui, je pense que tout vient d'une injustice, tout vient d'un truc. Donc ouais, ça... Ouais, c'est une revanche. Une revanche, ça... En effet, aujourd'hui, je suis content. Et surtout, je suis content d'inspirer parce que quand tu passes d'un truc où tu n'oses pas regarder dans les yeux, aujourd'hui, de donner des conférences devant des centaines de personnes, t'en es fier. Et surtout, en fait, je le fais pas que pour moi, c'est que les gens disent, mais il y est arrivé, donc on peut aussi nous le faire. Moi, j'ai vu des gens qui ont réussi à le faire parce qu'ils m'ont vu le faire. Et c'est ça qui est bien. Et donc, ouais, il y a une revanche, et après, il y a ce côté, après, plus que revanche, c'est inspirer et impacter pour que les gens arrivent à le faire aussi. Mais ça te fait quoi, justement? Parce que là, tu élèves les autres, mais ça t'élève aussi. Finalement, tu ressens quoi quand tu vois que les personnes, elles osent après avoir été après un summit, qu'il y a des énergies qui se sont créées? Tu ressens quoi? Ouais, c'est la pyramide de Maslow. Parce que donc j'étais de base dans la finance, dans le consulting finance, mais j'avais un haut poste. Je travaillais pour le comité exécutif d'une des plus grandes banques au monde et sur des enjeux à des milliards, et j'étais très très bien payé. Et j'ai tout lâché. Pourquoi j'ai tout lâché? Donc avant, je connectais les chiffres, parce que j'étais dans des analyses stratégiques et financières. Mais c'est parce que je n'avais pas l'impact sur les humains. Et donc, c'est là que j'ai tout lâché. Je suis parti vivre en Australie. Et c'est en Australie que j'ai compris en fait, que je pouvais impacter. Et c'est comme ça que c'est parti, où maintenant, je connecte les gens. Et je ne sais plus c'était quoi la question, mais c'est comme ça que j'ai fait ce switch. Non, qu'est-ce que tu ressentais par rapport au fait de justement... Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, tu te sens plus utile quand tu connectes des humains que des chiffres, parce que tu vois des choses, tu dis, waouh, je prends l'exemple d'une cliente qui est Anne-France, qui a créé la Smile School. Oui, je connais. Ça n'existait pas, cette école-là, avant, mais surtout, elle m'a dit, mais moi, tu sais, quand je t'ai vu la première fois, je n'osais même pas venir te parler. Et c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, se retrouve dans une assurance à parler devant les caméras, dans les médias, parce que son projet fonctionne bien. Et je me dis, waouh, quand je reçois un WhatsApp ou un message, ouais, j'y suis arrivé, tu te sens utile et ça donne plus de sens. Et c'est pour ça que les gens, quand le matin, tu te réveilles, il n'y a pas de sens, il faut changer. Et c'est comme ça que moi, j'ai pivoté. Tout le monde m'a dit, mais t'es fou, tu lâches tout, t'as fait tes études pour ça. Mais à un moment, tu vois, j'ai bien fait. Il faut être courageux. Le changement, les gens ont peur de changer. Mais quand tu es drivé par quelque chose de fort, à un moment, ça va arriver. Il faut aussi donner de soi parce que j'ai recommencé de zéro. Donc moi, je passe des banques à acheter un tableau blanc. Et je me dis, comment je vais avoir mes premiers clients? J'ai mis mon tableau blanc dans ma voiture, j'appelle un ami, je fais réseau proche, invite 10 personnes et je vais tester vite le marché, je vais tester si ça fonctionne. Et ça a commencé à bien prendre, et puis tu pars vite, une personne te repère, elle te contacte et tu te rends compte que c'est quelqu'un de la Commission européenne qui te signe 10 conférences, et puis tu vas sur un TEDx, et puis tu arrives sur le livre, et puis tu as les médias qui partagent ça. Ça va vite, tu vois. Et tout ça, ce switch-là, c'est la pyramide de Maslow. À un moment, il faut se sentir utile dans la vie. Et là, je me sens vraiment utile. Et quand tu parlais de l'Australie, le fait d'avoir vécu en Australie avec des personnes qui parlent une autre langue, qui ont d'autres codes, qu'est-ce que ça t'a apporté? Bon, il y avait quand même des francophones aussi, mais j'essaie quand même de parler pas mal l'anglais. Tu sors de ta zone de confort? Oui. Alors déjà, en fait, ce qui est bizarre, c'est que j'ai créé Business Entourage sur les plages de Sydney. C'est vrai, à Boynton Beach, parce que être près de la mer, c'est un changement d'environnement et ça me rend plus créatif. Tu sais, t'es plus dans la tête dans le guidon et dans l'opérationnel, t'as une autre vision. Donc j'ai créé ça. Et après, c'est l'ouverture aussi. T'apprends plein de... En fait, l'Australie, le fait de partir seul, je connaissais personne. Tu es de nouveau dans l'inconfort, et dans l'inconfort, tu apprends plein de choses. Tu rencontres des gens, tu vois des nouveaux points de vue, ça t'ouvre l'esprit beaucoup plus. Tu apprends des choses qui n'existent pas en Europe, et en fait,
Quand tu apprends des gens et que tu t'implémentes ça dans ta propre vie, ben, ça va beaucoup mieux. Donc, ouais, on était de nouveau dans l'inconfort, mais c'est bien. De nouveau, il y a des gens, tu as du mal au début à parler en anglais ou des choses comme ça, surtout qu'ils ont un accent. Mais après, à force d'être dans cet inconfort, ça devient de nouveau plus facile. Tu as toujours une période comme ça, le premier mois, c'est difficile. En fait, le moment où ça m'a foutu les boules, c'est que c'est long d'aller en Australie. Je pense j'ai mis 23 heures. Il y avait une escale à Hong Kong, je pense. Et donc là, c'était une escale de 4 heures. Et là, je me suis retrouvé sur un banc en me disant, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Tu vois ta mère qui... Parce que j'avais pris un billet aller, pas de retour. Et tu vois tes parents, ils se posent des questions. Avec quel âge ? J'avais 36, 37. Donc j'étais... Mais moi-même, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai lâché tout. J'ai lâché une situation confortable. J'ai vécu un moment de solitude profond. Mais après, dès que je suis arrivé là, c'est bête, mais j'ai mis directement, quand je suis sorti de l'aéroport, j'ai senti l'énergie et c'est parti comme ça. Et donc, on vit comme ça, on dit, hein, c'est la zone de peur totale, la zone d'apprentissage et puis la zone magique. Et là, après, ça a été magique. J'ai fait des choses. Et alors, pour aller sur le networking, les petits hacks de cerveau, c'est que au début, tu connais personne. Donc, du coup, j'ai pris un Airbnb, mais je n'ai pas pris l'Airbnb juste pour le Airbnb, la situation. C'est pour voir par rapport à la personne. Et là, la personne, c'était une connectrice. Donc, directement, elle me dit « Ouais, Jérémy, tu as l'air sympa. Maintenant, je sais comment sociabiliser. » Et elle dit « Attends, je vais t'inviter au dîner blanc. » Dîner blanc, c'est un truc de base français. C'est un truc qui est inaccessible déjà. Et une semaine après, j'étais déjà au dîner blanc, genre avec 5000 personnes, tout habillées en blanc. Et là, tu commences déjà à te créer ton réseau. Et puis, ça part très, très rapidement, quoi. Je me suis créé un réseau rapide en Australie. Et c'est là où tu crées Business Entourage. Ouais, l'idée, tout le plan est arrivé. Alors, le déclic s'est fait là et puis le plan s'est créé sur les plages. Mais le déclic, c'est que pour avoir le visa en Australie, j'ai dû passer dans une école de langue. C'était le seul moyen. À 36 ans, je n'avais pas le visa étudiant. Je ne comptais pas aller travailler là-bas. Donc, sinon, ce n'est pas possible. Et donc, je me dis, bon, je vais aller faire quelques heures comme ça. Mais non, en fait, quand tu es là-bas, tu es obligé d'y être 90% du temps. Sinon, t'es renvoyé dans ton pays. Et en fait, dans cette école-là, je me suis retrouvé dans une situation où j'étais avec des gens plus jeunes que moi et qui étaient comme moi quand j'avais 20 ans. Qui étaient tout timides, qui n'osaient rien dire, le peur justement de parler anglais. Et moi, je ne peux pas être dans un environnement. C'est comme si je vais dans un restaurant et que personne ne se parle. Ça va me rendre fou. Et là, c'est pareil. Et donc, du coup, j'ai commencé à mettre les gens à l'aise. Moi-même, en parlant avec un bon accent French, ça fait rigoler les gens, ça les a mis à l'aise et tout le monde a commencé à parler. Et donc, le prof vient me voir et me dit... je voudrais te remercier. Je fais bon, pourquoi ? Parce que c'est la première fois que je prends vraiment du plaisir parce que toute la classe est en train de réagir. Et donc, je m'amuse. Il faudra que je t'envoie la photo. Genre, j'avais ma tête, le meilleur étudiant de l'école, avec ma tête, le meilleur étudiant du mois. Mais moi, je dis, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là ? Moi, j'ai juste mis de l'ambiance dans une classe. Et en fait, c'est propagé dans toute l'école. Et là, je reçois une lettre de recommandation. Jérémy, tu as impacté toute l'école. Mais quand tu te sens bien quelque part, tu vas être plus productif, tu vas avoir plus de résultats. Donc, tout le monde était content. Les résultats de l'école augmentaient aussi. Je me dis, waouh, c'est la première fois que je me dis, je ne savais pas que j'avais un impact sur toute une école. Et là, je me dis, OK, on a l'impact sur quoi maintenant je peux aider. Et à ce moment-là, tout le monde me disait, mais Jérémy, comment tu as fait pour exploser dans tes business et comment surtout tu as créé ce réseau-là ? Comment tu es parti d'une situation A à B ? Je me dis, allez, on va lancer ça. Et c'est là où c'est parti avec le tableau blanc. On va chez un ami et tout a démarré comme ça. Et donc, l'Australie a été un déclic pour ça. Et en effet, quand on va très, très loin et quand on est dans un environnement qui, de base, entre guillemets, hostile, c'est là où on va prendre le plus de choses. Jérémy, c'est quoi pour toi la réussite ? C'est faire ce que l'on est. Et c'est pour ça que j'ai pivoté. Parce qu'au début, je gagnais beaucoup d'argent, mais ce n'est pas ça qui va te rendre heureux. C'est en fait, il faut que la réussite, c'est quand tu te lèves le matin, tu sois content de faire les choses qui vont arriver dans la journée. Tu vois, là, je me suis levé ce matin, je me dis, ouais, génial, j'ai ce podcast, j'ai ça, je suis content. Et quand tu arrives dans ta zone de génie et que tu arrives à en vivre et en plus à exploser dans tous les autres domaines de vie, c'est là que c'est le vrai succès. Donc, il faut un équilibre. Il y a 7 domaines de vie. Alors, je ne sais plus c'est lesquels, mais il y a l'argent, la famille, la santé. Et quand on arrive à trouver cet équilibre-là et qu'on arrive à vivre de sa passion et qu'en plus ça explose, c'est génial. Tu vois, tu prends par exemple un chanteur. Supposons qu'il réussisse dans un autre secteur, mais il a ce sentiment de vide de dire « mais mince, moi, ma vie, c'est la chanson ». Il réussit dans son secteur, mais ce n'est pas ça la vraie réussite. La vraie réussite, c'est qu'il se dit « waouh, j'arrive à vivre de la musique et d'exploser dans la musique ». Et là, il va être totalement aligné, il va être heureux. Donc ça, c'est parce qu'il est vraiment dans sa zone de génie et il fait ce qu'il est. Mais pour ça, il faut savoir qui on est. Il y a quelqu'un qui m'avait challengé à la Commission européenne en me disant « ouais, mais
C'est égoïste de dire ça parce que tu penses à toi. Mais je dis non, c'est que quand tu sais quitter, tu peux mettre ça à profit. Et donc, je l'ai un peu challengé. Je dis, mais c'est quoi vous? Qu'est-ce que vous faites de bien en Commission européenne? Elle dit, moi, je sais bien connecter les gens. Je sais pourquoi. Elle me dit, parce que je suis empathique. Et je dis, vous savez, si vous ne saviez pas que vous êtes empathique, vous n'allez pas faire ça. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils sont empathiques. Mais quand tu sais que tu es empathique et que tu vas jouer sur ça et que tu vas l'amplifier, mais c'est là où déjà, c'est ta nature profonde et tu l'amplifies. Et si tu sais avoir un business qui match avec un marché, c'est génial. Donc la réussite, c'est faire ce que l'on est. Ouais. Et si tu devais donner... il y a 15 règles d'or. Ouais. Si tu devais en choisir une seule et la proposer aux auditeurs aujourd'hui qui ont du mal à aller vers les autres, qui sont timides, qui n'osent pas, tu dirais quoi? Moi, il y en a une que j'aime bien. Mais je ne vais pas la spoiler. C'est la rose unique. La rose unique parce qu'on a fait des choses incroyables. Avec ce principe-là, il y a une marque belge de bijoux. Ça a été une visibilité internationale jusqu'aux Jeux Olympiques où des mannequins Victoria's Secret à Ambrosio avec le bracelet sur le poignet avec la flamme olympique. Et ça, c'est basé sur ce principe-là. Je l'explique concrètement dans les bouquins. Maintenant, pour celles, je sais, où les gens... ça revient encore, j'ai donné une formation au groupe Eiffage. C'est un gros groupe français. Enfin, ils font des milliards. C'est incroyable la croissance. Et donc, je formais les young graduates. Et donc, après, ils doivent m'évaluer par rapport... eux, ils regardent les formateurs, est-ce qu'ils sont bons ou pas? Et qu'est-ce que vous avez beaucoup appris? C'était en fait la règle des 3 secondes. Et c'est une règle qui est importante parce qu'avant, moi, on m'a donné un conseil. Le meilleur conseil, c'est que, Jérémy, le jour où tu serras tes premières poignées de main, ta vie va changer. Mais pour serrer une poignée de main, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut oser aborder les gens. Et on voit beaucoup de gens, quand ils sont dans des événements de networking, ils restent entre eux parce qu'ils ont peur d'aller vers l'inconnu. Donc déjà, de 1, c'est être électron libre, aller à des événements où pas avec quelqu'un, pas avec un binôme, parce que sinon, vous allez rester entre vous. Donc là, ça force à aller vers les autres. Et surtout, pour aborder, c'est attendre maximum 3 secondes. Parce que sinon, tu te mets trop d'excuses dans la tête et tu ne vas pas y aller. Au plus tu attends, au moins tu vas y aller parce que tu te mets des peurs en disant « Ouais, mais si je suis trop... si je vais passer pour un imbécile, s'il est... » Enfin, tu vois, il y a plein... On fait des scénarios qui vont peut-être même pas exister. Donc, il faut y aller 3 secondes. Tu n'as pas peur, tu y vas. Et puis, il y a des gens qui ont appliqué ces règles. Ça leur a permis de faire les meilleures rencontres de leur vie et d'exploser dans leur business. Donc c'est quoi? Concrètement, tu vois quelqu'un que tu vas aborder, 1, 2, 3, et t'es go. Okay. Sauf si maintenant, elle est vraiment occupée à parler à quelqu'un. Tu sens que la discussion est très importante. Il ne faut pas non plus y aller. Mais ouais, il ne faut pas attendre. C'est comme, tu sais, dans la séduction, quand tu vas en boîte, si tu vois un beau garçon, une belle fille, au plus tu attends, au moins tu vas être naturel et au plus tu vas arriver, limite tu vas bégayer tellement que tu as attendu parce que tu te mets tellement d'excuses que tu te mets de la peur. Et tout va, même la synergologie, quand tu es dans la peur qui s'installe, ton corps va être différent. Tu vas être moins ouvert. Et donc, 3 secondes, il y a des études psychologiques derrière qui expliquent pourquoi 3 secondes. Mais ouais, c'est important de ne pas trop réfléchir, sinon on n'y va pas. Il y a des gens, ils vont attendre, ils ont la personne la plus importante face à eux, ils vont jamais y aller parce qu'ils attendent trop. Ouais. Si tu devais parler à ton Jérémy d'il y a 10 ans, yes. Donc il y a 10 ans, qu'est-ce que toi aujourd'hui tu lui dirais? C'est que il faut pas, je l'ai dit un peu déjà, il faut pas miser que sur les compétences. Il faut pas miser que sur les compétences et il faut savoir s'ouvrir au monde et savoir dépasser sa timidité. Bon, mais il y a 10 ans, j'étais déjà moins timide. Je t'aurais dit il y a 20 ans, ouais. Alors, il y a 20 ans? Il y a 20 ans, ouais. C'est ça. C'est qu'en fait, moi, j'étais persuadé que quand je sortais des études avec un beau diplôme, ça allait être facile. J'étais persuadé de ça. Et en fait, tu te rends compte après, très, très rapidement qu'en fait, non. Il n'y a pas que ça. Il y a toutes les compétences transverses à développer. Et pour moi, c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin. Parce qu'on m'a dit, mais pourquoi tu parles tout le temps du networking? Parce que ça a été le plus grand levier de réussite. Et on le voit, quand tu regardes les plus grandes réussites, ils ont tous un réseau. Et la réussite est proportionnelle à la qualité de ton réseau. Quelqu'un qui est seul peut avancer, mais il avancera moins vite que quelqu'un qui connaît beaucoup, beaucoup plus de personnes. Tu as une devise d'ailleurs, hein, avec que le réseau, c'est l'accélérateur. Ouais, c'est comme une Formule 1. Mais c'est pour ça, tu étais là à mon événement de lancement. Je l'ai fait chez McLaren, mais c'était symbolique parce que McLaren est champion du monde. Donc, en plus, c'est encore plus symbolique. Mais c'est comme une Formule 1, la réussite. Il faut 2 choses. Le talent et les compétences, et ça, c'est le moteur. Et puis le réseau qui est l'accélérateur. Et quand on a les 2, on peut faire n'importe quoi dans sa vie. Malheureusement, il y en a beaucoup, et j'étais comme ça il y a 20 ans, qui ont que le premier, qui est le talent ou les compétences. Et puis, j'ai développé le deuxième, et c'est là que ça a fait un bond. Hein. C'est là que je passe de avant-dernier dans une réunion
à conseiller le CEO de BNP Paribas. C'est parce que j'ai trouvé des gens dans mon réseau que j'ai réseauté. J'avais créé quelque chose, compétence, une courbe, et c'est remonté via 2 intermédiaires jusqu'au bureau du CEO. Et je reçois un mail venu de nulle part. Bravo Jérémy, ça a été présenté dans une réunion. Le CEO veut continuer avec cette analyse-là. Et c'est l'ensemble des deux. J'ai créé ça c'est le talent, les compétences. Et puis, il a fallu avoir ces 2 personnes qui, s'ils n'étaient pas là, ça ne serait jamais remonté tout en haut, dans les hautes sphères, et ça aurait été peut-être quelque chose qui serait resté dans mon ordinateur. Et si tu devais parler au Jérémy dans 10 ans, qu'est-ce que le Jérémy de 10 ans, dans 10 ans, te dirait aujourd'hui ? Dans 10 ans, ce qu'il me dirait aujourd'hui. On est dans 10 ans, t'es la nouvelle version dans 10 ans, c'est Jérémy. Qu'est-ce qu'il te conseille à toi aujourd'hui ? Là, actuellement, mais c'est même pas dans 10 ans, c'est maintenant. C'est que j'ai beaucoup. Regarde, là, je vais être honnête, je suis arrivé 1 heure en retard à ton podcast parce qu'en fait, j'ai trop de choses. Et je dis, je me souviens, j'avais été une fois chez quelqu'un, il m'a dit, ouais, comment on arrive à tenir le coup, à performer comme Johnny Hallyday. Elle me dit, mais t'es bête, quoi. En fait, tu as des cycles où tu dois être en haute intensité. Et puis, Johnny Hallyday, dans sa villa à Saint-Barthélemy, et il se reposait. Et moi, le truc, c'est que je me repose pas assez. Et donc, il faut toujours avoir une vision de long terme. Donc, ça veut dire calme le tempo. Il te dit ça, Jérémy, dans 10 ans, il te dit ça. Oui, c'est maintenant calme un peu le tempo. Mais d'ailleurs, tu le vois, beaucoup de gens, et c'est horrible la pression sociale, parce que j'ai dit l'année prochaine, je ne fais pas de summit. Je le ferai dans 2 ans, on va fêter les 5 ans du summit. Mais pourquoi ? C'est parce que j'ai le livre qui est sorti, c'est que j'ai d'autres choses qui arrivent. Et si tu t'accumules tout, et que tu prends plus même de congés, et que tu n'es pas dans une période de slow, à un moment, tu vas dans le mur. Donc il faut savoir s'écouter, peut-être plus m'écouter aussi et me calmer un petit peu. Voilà. Mais on est comme ça, j'en connais d'autres aussi, ils sont comme ça, on est trop... C'est le why, ça, on est trop. Et à un moment, il faut un peu se calmer. S'économiser. Ouais, s'économiser parce que l'énergie, elle est précieuse. Hein. Aussi, le nombre de décisions. C'est pour ça que tu vois des personnalités comme Elon Musk ou Zuckerberg, tu vois, qui sont toujours habillés de la même manière. Ouais. Tu vois, parce qu'en fait, on a un quota d'énergie et de décisions par jour. Et donc, moi, je réfléchis aussi à ça. Hein. C'est qu'est-ce qui va me permettre de minimiser mon quota de décision et tout ça. Parce que, en fait, c'est précieux. Il ne faut pas que quand tu es trop à fond, qu'à un moment, tu la perdes et que tu partes en burn-out ou des choses comme ça. Donc, il faut, attention, va sur une vision de long terme et pas de court terme, à t'épuiser. Et si tu devais retenir une seule chose de notre échange aujourd'hui, tu retiendrais quoi ? Mais c'est toi. J'étais étonné, tu as déjà une équipe, tout ça. Et j'adore, tu vois, c'est la proactivité. C'est pour ça que je suis venu, parce que tu as une énergie où tu arrives à convaincre. Et donc, voilà, je tenais à te féliciter de ça. Tu es très aussi accueillant, tu veux que tout se passe bien. Et donc, c'est important aussi de bien accueillir les gens, parce que c'est comme ça qu'après, on est aussi à fond dans des podcasts. Donc, continue à entreprendre et vas-y à fond avec le sourire. Et ce que j'aime bien aussi chez toi, c'est que tu mets aussi en évidence beaucoup de gens, dont ta sœur. Donc, elle a la chance de t'avoir. Hein, je disais, tu pourrais être son agent. Elle est l'agent, mais tu pourrais être l'agent de l'agent, tu vois. Et donc, ouais, c'est des valeurs qui sont importantes. Et c'est pour ça que je suis là sur ce podcast avec toi. Donc, continue aussi à inspirer. Je pense que tu as une chaîne Instagram qui est en train de décoller et continue à inspirer aussi, et pour les bonnes raisons, et voilà, en gardant tes valeurs. Merci, mais je te remercie aussi. Hein. C'est grâce à toi, quand j'ai commencé Business Entourage, j'ai eu aussi un déclic. Je me suis dit, j'ai pas de réseau et il est temps de le lancer et d'oser, en fait, tout simplement. Ouais, oser, c'est un beau mot. Hein. Vraiment, ouais, l'audace, oser. Et donc, merci pour tout ça et pour toute l'énergie aussi que tu véhicules, que tu donnes. Et donc voilà, un grand merci d'avoir accepté. Vraiment, ça m'a touchée. Merci à toi. Et on peut te retrouver où, Jérémy, sur les réseaux ? Je suis alors je réponds moi-même sur les réseaux. Ça veut dire que j'ai pas des gens ça doit rester authentique. Mais j'étais étonnée. Donc, tu sais qu'au début, quand je parlais avec toi, tu me répondais. Donc, et je me dis, mais les gens sont étonnés. C'est lui qui répond, c'est lui qui laisse des vocaux. Tu prends le temps, c'est assez rapide. Tu parlais de réactivité. Ouais. Et vraiment, tu réponds. Tu vois, la réactivité. Mais c'est vrai, ça joue. Après, je réponds aussi quand parfois il y a des gens qui sont trop demandeurs à t'utiliser, je réponds pas quand je le sens. Mais ouais, sinon, sur Instagram, LinkedIn, il suffit de taper. Instagram, oui, on mettra tous les liens. Jérémy Van Obdenbos. Ouais. Puis il y a mon site internet aussi, Jérémy Van Obdenbos, où on trouve directement mon email. Donc voilà. On mettra tous tes liens, en tout cas. Ou alors sur Amazon avec mon livre. C'est ça. Mais en tout cas, allez suivre Jérémy.
et achetez son livre parce qu'il est incroyable. Donc voilà, merci beaucoup Jérémy. Merci à toi Asna. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Ah oui, attends, tu me fais une dédicace? Ah bien sûr. Vas-y, je te la fais en direct quoi. En direct, tu fais la mais je dois personnaliser. Donc je C'est dis que ça. je vais commencer avec Cher pour Asna et après je ferai la suite. Merci. J'aime bien apprendre. C'est ça aussi, tu vois, c'est les gens me disent mais c'est fou, tu personnalises. Je fais oui quand même. T'achètes mon bouquin. Sans je prenne du temps pour parce que parfois il y en a ils font juste une signature. Donc ouais, c'est des petites choses, tu vois, où tu vois que tu te rends compte que les gens c'est important. On reste dans l'humain. Donc je vais mettre pour Asna. Et après, ce qui arrive, c'est que parfois j'en ai eu 50 à signer. Alors il faut pas que je fasse de faute d'orthographe. C'est ça, non mais. Prends ton temps, merci. Après j'écrirai la suite. Merci beaucoup Jérémy en tout cas.